Ouais. C'est bon, on nous entend bien? Ouais. Parfait. Ok, bon, bah, du coup, je reste là. Donc, je suis Laurent Bocahu, fondateur de l'Empreinte. Nous sommes donc une société de services, une plateforme SaaS pour mesurer l'empreinte environnementale des produits de consommation textiles, selon le référentiel PEF, bien évidemment. J'ai le plaisir d'être accompagné de Mélinda, ma cofondatrice, et puis de Mathilde, notre Head of Science, avec nous aujourd'hui. Eh bien, je vous propose donc que tu te présentes à ton tour, Christophe. Merci Laurent, merci à tous, merci à la Commission européenne surtout de nous inviter parce que nous on est une toute petite entreprise, je vais présenter après. Je suis Christophe Cordonnier, un des cofondateurs de Lagoped. Donc c'est une marque de vêtements outdoor voilà, qui est très jeune. Donc on est une très très petite PME, une TPE. Et donc on devrait pouvoir parler de la démarche sur le PEF aujourd'hui avec Laurent. Peut-être pour commencer en fait pour vous donner l'idée du déroulé. L'idée, c'était un petit peu de présenter la marque, ses engagements. Aujourd'hui, on voit énormément d'engagements éco-responsables, de gens qui parlaient, enfin, la commission parlait de effectivement ces claims que les gens font en disant on est comme ci, on est comme ça. Donc, c'était un peu dans cet exercice-là de se dire si on prend des engagements, est-ce qu'on les traduit dans la note en utilisant PEF, qui est une méthodologie assez solide et qu'on était content de tester. Alors, Lagoped, c'est une société qui a été créée en 2018. On est des passionnés de montagne, voilà, d'alpinisme, de ski, etc. On a pris dès le départ un angle très fort sur une mission de changer un peu notre rapport à la nature, puisque c'est pratiquer l'outdoor, c'est aussi avoir un rapport à la nature. Et donc, changer ce regard sur la nature, c'était aussi voilà, passer le message que ce n'est pas un parc d'attractions, que ce n'est pas un supermarché, puisque c'est un peu vendu comme ça. Dans notre axe de communication. Donc ça, c'est notre mission en tant que marque. Et après, on voit, on a un axe très fort européen depuis le début, c'est l'ADN de la marque. Donc on ne communique pas sur une thématique franco-française, mais on est vraiment dans un axe européen très fort. Et vous verrez pourquoi. En fait, on a deux piliers qui dirigent tout ce que l'on fait. Le premier pilier, c'est le sourcing et le manufacturing au sein de l'Union européenne. Donc, quand je dis sourcing et manufacturing, c'est effectivement le fil, mais on va jusqu'à la fibre du fil. Donc, on est impliqué dans le choix des fibres de fil jusqu'à la fabrication du vêtement final, et on fait l'ensemble de ces étapes au sein de l'Union européenne. Alors, ce choix-là, il est pour des questions de normes environnementales et principalement de normes sociales au départ. C'est ce qui nous motive le plus. Donc, on a un axe social fort dans nos engagements. Et ensuite, l'environnement vient un peu au deuxième plan. On a un autre pilier dans la fabrication de nos vêtements, c'est de sortir de la logique d'extraction. C'est là aussi, on revient sur changer notre rapport à la nature. Et donc, c'est l'utilisation de matériaux recyclés. Donc, on s'appuie sur des filières du recyclage. C'était très intéressant, la présentation sur Woodburn. On s'appuie, c'est pas nous qui recyclons les vêtements, c'est pas nous qui. Voilà, c'est sur des filières industrielles assez lourdes, on fait des investissements massifs. Donc on identifie nous des fils et à partir des fils, on se repose sur ces filières. Donc il y a une filière du coton recyclé, du polyamide recyclé, du polyester recyclé, etc. Et on s'appuie sur ces filières-là qui se développent de plus en plus avec des acteurs de plus en plus gros et qui ont de plus en plus de commandes et donc qui font de plus en plus d'investissements. Donc voilà pour nos deux piliers. Je voulais juste revenir rapidement sur le pourquoi on fait ça, parce qu'on parle beaucoup de techniques, beaucoup de chiffres, d'acronymes, c'est compliqué et lourd à suivre, évidemment, beaucoup d'acronymes. Donc pourquoi on fait ça? Déjà, je voulais juste vous présenter un petit graphique. C'est le poids en fait en carbone, en équivalent carbone de ce qui existe sur la planète. Donc le premier carré, vous voyez, on a 82% de poids de plantes sur la Terre. Le petit carré ici, ce sont les animaux. Donc les animaux représentent un tout petit pourcentage, 0,5% du total. Et ce qui est intéressant ensuite, quand on éclate le 0,5%, on voit que l'être humain pèse 2,3% des 0,5%. Donc on pèse 0,01% de la biomasse terrestre. Donc c'est intéressant un peu pour se remettre dans la place du vivant qu'on a aujourd'hui. Pas seulement la nature, mais le vivant en général. Après, juste pour se recentrer les idées de pourquoi on a fait ces choix-là, je le relis à la marque après, à chaque fois.
On a une planète bleue, hein, on la voit en photo, vue de l'espace, etc. Finalement, vous voyez le grand cercle bleu, c'est la taille de la Terre. Le orange, c'est le volume total de l'eau douce et de l'eau salée. Le point vert, qui est déjà beaucoup plus petit, c'est l'eau douce totale disponible sur la Terre. Et le petit point noir, c'est l'eau douce sur laquelle on vit, en fait. C'est l'eau douce qui sort du robinet, qui coule dans les rivières. C'est l'eau douce dont l'être humain a la disponibilité aujourd'hui. C'est pour dire, oui, la planète est bleue, mais on a une ressource qui est vraiment très, très infime, en fait, très petite. Et notre perception de il y a beaucoup d'eau, elle se termine en fait par il n'y en a pas beaucoup. Et ce n'est pas une ressource renouvelable. Un autre constat aussi qui nous a fait nous réfléchir dans nos choix, en fait, c'est principalement ce qui a dirigé nos choix sur la partie utilisation de matières recyclées et pas de matériaux naturels, ce qui peut paraître contre-intuitif parfois. Donc on vit sur la Terre, on vit en fait sur une trentaine de centimètres de terre cultivable, hein, qui est répandue tout autour de la Terre, donc, ce qui représente très peu en pourcentage, bien sûr, du diamètre de la Terre. Ce qui est intéressant à noter quand même, c'est que chaque année, il y a 30 millions d'hectares de surface cultivable qui disparaissent sur la Terre, donc c'est l'équivalent de la surface de l'Italie. Il faut entre 200 et 1000 ans pour faire 2,5 cm de terre. C'est juste avoir des ordres de grandeur sur les impacts d'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de carbone, mais les impacts sur les ressources non renouvelables à l'échelle humaine sont assez significatifs. La biodiversité s'écroule. Voilà, c'est un constat, c'est suivi par le WWF et par énormément de scientifiques. Juste, donc ça, c'est au niveau global, hein, depuis 1970, il y a une chute de plus de 30%. Et en France, par exemple, on a vu récemment 30% des oiseaux ont disparu du ciel français. Donc on a un véritable souci. Et juste pour terminer sur le pourquoi on le fait et un peu se resituer dans cette échelle un peu géologique. Voilà, si on prend l'histoire de la Terre depuis sa création, donc on la ramène à 24 heures, et la Terre a commencé à 0 heure. Pardon. Les premiers mammifères apparaissent à 23h25, les dinosaures c'est à 23h, et les premiers pas de l'hominidé, donc de nous, c'est à 23h59 minutes et 30 secondes. C'est juste pour se replacer à une échelle géologique et comprendre que la Terre, elle a commencé sans nous, et elle se terminera sans nous, donc ça c'est une certitude en fait. Et c'est juste aujourd'hui faire des choix pour savoir combien de temps on reste et dans quelles conditions. Donc voilà, ces choix-là, nous ont amenés à, enfin, ces constats-là, et c'est ce qui motive sur le pourquoi on le fait aujourd'hui et pourquoi on le fait comme ça. Et maintenant, on va un peu plus rentrer de comment ces engagements-là, on peut les traduire dans une évaluation environnementale notée avec plein d'actions. Ouais, c'est ça qui était top de travailler avec Christophe, parce que comme il y a déjà ces valeurs qui sont ancrées dans la marque, il y avait déjà un bon travail fait, un million de travail fait au niveau de la collecte des données. Ça nous a permis d'avancer vite et de se projeter rapidement sur une qualité de simulation très intéressante. Pour replacer les choses dans leur contexte, bon, vous le savez, on retourne sur le textile. La mode, c'est environ 4% des émissions globales de CO2. Et lorsqu'on apprend ce sujet, généralement, on commence par faire un bilan carbone. Et la méthode du bilan carbone, eh bien, on commence par identifier ses émissions directes. Donc, c'est le climatiseur dans mon bureau, c'est ce qu'on appelle le scope 1. Le scope 2, c'est ses émissions indirectes, typiquement mes consommations d'électricité, de chaleur. Et puis, le scope 3, c'est tout le reste, l'amont, l'aval, ce qui généralement ne dépend pas de moi. Et donc, c'est beaucoup plus difficile à appréhender a priori. Le sujet, c'est que là, on vous a mis un exemple pour une activité de retail dans l'habillement. Eh bien, ce scope 3, il représente effectivement 98% du sujet. Donc, si on ne le traite pas, on passe complètement à côté du sujet. Et dans ce scope 3, eh bien, les matériaux, les procédés de fabrication, ça représente 2 tiers. L'usage, le porté du vêtement représente 17% et le transport environ 10%. Donc, on voit que l'essentiel en fait, de notre sujet, il est bien dans le produit. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, effectivement, Product Environmental Footprint, bien le mot important, il est bien dès le début sur le produit. Alors, c'est pour ça qu'il faut aller vers un affichage environnemental pour permettre à une régulation de ça par le consommateur qui va arbitrer vers les meilleurs produits, naturellement. Il y a trois piliers, en fait, hein, qui poussent cette évolution qui aujourd'hui devient incontournable. Je pense que les gens ici l'ont bien compris. Les consommateurs, d'abord, on commence à avoir des chiffres des observables de comportement du consommateur.
D'abord, sur une grosse marketplace qui a publié des chiffres récemment, entre 2020 et 2021, on voit que ce qu'il a étiqueté durable, on verra après ce que ça veut dire, mais ce qu'il a étiqueté durable s'est vendu 3,4 fois plus que la moyenne de sa marketplace. Donc ça tourne 3,4 fois plus vite, donc ça commence à avoir un intérêt, et c'est surtout une observation qu'on ne faisait pas il y a encore 2-3 ans. Euh, un retour d'expérience sur l'alimentaire, vous savez qu'il y a maintenant des travaux importants qui ont été faits dans l'alimentaire sur l'affichage. Et on voit, lorsque on regarde des études consommateurs, les rapports du comité scientifique, que ce type d'affichage coloriel est très simple et à la fois bien connu, utile et efficace pour orienter les comportements du consommateur. Donc le consommateur le veut. Deuxièmement, la réglementation va l'exiger. On a parlé du PEF, mais il y a aussi le cadre français avec la loi climat et résilience qui va rentrer en application avec le décret qui est attendu l'année prochaine. Donc, l'affichage environnemental, il est en train de devenir obligatoire. Et puis, troisième chose, last but not least, les distributeurs. On a ici pris l'exemple d'un gros distributeur allemand qui publie en fait un objectif pour dès l'année prochaine de 25% de produits sustainable. 25% de ses ventes, c'était 5% en 2019. Donc, vous voyez, multiplié par 5 en à peine 3 ans, ça laisse une idée de la pente. Et il le dit lui-même, notre focus va shifter vers le scope 3. Alors, si on décode, ça veut dire qu'en gros, ce distributeur, il va demander à ses marques des informations sur le scope 3 et donc sur l'empreinte du produit. Donc, c'est clairement un enjeu incontournable. Le PEF, un socle méthodologique commun, je pense qu'on l'a compris. Peut-être pour juste repréciser ce que c'est que l'ACV, c'est bien une comptabilité environnementale. On va compter à chaque étape du cycle de vie les impacts en plus, en moins, ce qu'on prend à la planète, ce qu'on rend à la planète. Et dans cet ACV, on l'a vu, il n'y a pas que le CO2. Il y a aussi les écosystèmes, 17%, les impacts sur la santé humaine, 27% du score, les impacts sur les ressources, 34%. Et donc, ce qui permet d'avoir vraiment une démarche holistique. Je crois que nous, quand on s'est, comme on l'a dit, on est tous les deux plus récents dans le paysage. Lorsqu'on a commencé à s'intéresser à ça, à se dire il y a quelques années, je veux savoir l'empreinte du produit que j'ai sur le dos. Ce qui nous a sauté aux yeux, c'est l'ampleur de la concertation qui a été menée par la Commission européenne. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'on peut saluer. 1200 partenaires depuis 10 ans qui ont abouti à un cadre réellement impressionnant. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, à l'empreinte? Eh bien, on a intégré ce cadre, cette méthodologie, on l'a intégré dans un algorithme au sein d'une plateforme de simulation de l'empreinte environnementale de nos produits. L'objectif, c'est de permettre à nos partenaires, et on va vous le montrer juste après, de mesurer, de comparer et puis, bien entendu, de s'améliorer. Alors aujourd'hui, on est venu à la demande de Green Solus, pour merci. On est venu à la demande de la Commission européenne pour présenter une étude de cas. Donc on va présenter des chiffres. Donc j'espère que vous en avez encore un petit peu sous la pédale parce qu'il y a quelques chiffres qui vont arriver. 2 mots peut-être pour vous dire comment on a appréhendé le process. Oui, je crois qu'on en a parlé un peu avant. Alors, sur la partie, nous, l'enjeu en tant que PME, c'est effectivement, enfin, toutes les entreprises ont le même enjeu, c'est-à-dire d'avoir ces informations-là et de les tracer. Donc ça, nous, on n'a pas ce problème-là dans le sens où on est impliqué jusqu'à la fibre et donc on a toute l'information depuis le départ. Et comme on est en Union européenne, ça va très très vite et c'est très simple à collecter. Par contre, il y a un enjeu système derrière. Il faut garder cette information quelque part, il faut la maintenir, c'est là où on a dû en fait s'équiper cette année. Donc là, il y a un coût un peu caché, on va dire, dans les notations. On a dû s'équiper d'un système qui s'appelle C-Design. Donc c'est un PLM. On va en parler avec Delphine qui est présente là aujourd'hui. Donc, dans lequel, effectivement, on rassemble. Et donc, ça a demandé aussi un petit effort de construction parce que comme on a une manière de travailler qui est un petit peu différente et qu'on va jusqu'à la fibre du fil, donc il faut tracer énormément de composants sur un vêtement. Alors, quand on est monomatière, c'est simple, mais quand on a déjà 2 matières, 3 couches, un déperlant, une coloration, enfin, ça commence à devenir compliqué et lourd. Donc, finalement, ce travail, on l'a fait. Il nous a pris pas mal de temps. On a la chance d'être parti d'une feuille blanche, donc on est une toute petite marque, on démarre de zéro, on est sur un start-up, et donc c'est ça qui nous aide aussi à partir de cette feuille blanche.
En tout cas, c'est possible, c'est beaucoup de travail, mais une fois que c'est fait, il n'y a qu'à le maintenir. Et effectivement, donc, cette collecte de données, et ensuite, l'empreinte peut venir directement collecter l'information, c'est la cible, pour alimenter un score de manière permanente sur différents types de vêtements. Voilà, mais je voulais dire, sur la partie collecte de données, il y a un véritable enjeu système au début, et donc il faut avoir un système pour pouvoir mettre ces datas à l'intérieur, et donc ça, c'est un coût au-delà de la collecte. Oui, effectivement. Alors, ce qui est intéressant avec le cas de la GoPed, c'est que comme ce travail a été fait, on a pu directement commencer au niveau advanced et puis même progresser, on va vous le parler après, vers le niveau expert. Chez nous, ça traduit en fait la qualité du score qu'on va pouvoir sortir en fonction de la traçabilité des données qui ont été récoltées en amont. Quand bien même ce travail ne serait pas fait, en revanche, on est capable, grâce à ce qui est prévu dans la méthodologie PEF et à ce qu'on a intégré dans notre plateforme, savoir les paramètres par défaut, on est capable de simuler d'ores et déjà une empreinte produit, même si vous avez que quelques paramètres qui sont disponibles, l'essentiel, c'est-à-dire les compositions et puis les endroits où c'est fabriqué. Alors voilà, on arrive au résultat. Un premier exemple ici sur le t-shirt T-Rec, donc de la GoPed, qui est un t-shirt en matière recyclée. Vous avez donc en haut de l'affiche le score qui ressort à 485 points PEF par rapport à un produit moyen ici qui est un t-shirt représentatif que nous on a considéré représentatif du marché, à savoir en coton et en polyester non recyclé, et qui lui ressort à une empreinte quasiment 3 fois supérieure, donc un petit peu plus de 1300 points. Ça, cette partie haute, c'est le socle minimum qui va être attendu par le décret donc, français, c'est-à-dire un score en points et un comparatif, un indicateur de comparaison à un produit de référence. Ce n'est pas là effectivement la forme définitive puisque le décret est encore attendu, mais évidemment tout ceci sera adapté, pourra être adapté, customisé le moment venu. Vous avez ensuite le détail des impacts. Ici, on s'est projeté sur les 4 impacts prédominants de la simulation qui expliquent à eux seuls 80% de ce score et qui sont également comparés aux produits de référence. Ici, plutôt un usage interne ou une démarche de transparence volontaire si la marque souhaite aller plus loin vis-à-vis de ses parties prenantes. Et puis enfin, en partie inférieure, les informations de traçabilité qui sont d'ores et déjà demandées obligatoires dans le cadre de la loi AGEC, et puis des informations additionnelles qui peuvent être intégrées, comme les labels ou les informations de composition. Donc, juste pour, typiquement sur ce t-shirt, effectivement, pour le comparer, donc, pour recaler avec nos piliers, on a un fil ici qui est du coton recyclé, du polyester recyclé, c'est une filature qui est en Espagne, fonctionne à 75% à l'énergie solaire, donc effectivement, ça apporte beaucoup de choses. Il n'y a pas de teinture, puisqu'en fait, les cotons sont classés par couleur, et donc il n'y a pas de teinture impliquée. Donc, ensuite, on a un jersey qui est fabriqué en France, et ensuite, on a un t-shirt qui est assemblé, lui, au Portugal. Donc, on pourrait s'améliorer sur la partie transport en se disant, bah voilà, on supprime le jersey français, pourquoi pas, mais bon, après, les d'autres choix qui peuvent être faits parce qu'on peut avoir aussi des relations. On parlait un petit peu avant, mais des relations avec des fournisseurs qu'on a aussi envie de garder. C'est important. Donc voilà, mais c'est pour dire qu'en termes de complétude pour fabriquer ce t-shirt, effectivement, c'est compliqué après de vraiment beaucoup l'améliorer. On parlait tout à l'heure de l'un forcément l'impact. Et nous, ce qui nous intéressait dans cet exercice, on attendait nos notes avec impatience. Si tous les engagements qu'on prend, les efforts qu'on fait ne se traduisent pas matériellement et significativement dans des notes, donc, ce serait un peu décevant. Donc, c'était pour un peu valider, ça valide de notre côté que le PEF, effectivement, permet, oui, de vraiment bouger les lignes par rapport à une situation. Alors, on a poursuivi l'exercice sur un deuxième produit qui est le bonnet Gébo. Là aussi, les engagements évidemment se traduisent par une forte réduction des impacts. On ressort à 234 points versus un bonnet qui serait en laine non recyclée à 713 points. Ici, au-delà des valeurs, on a eu un sujet intéressant avec ce cas particulier, puisque
la laine recyclée à cet endroit-là n'était pas forcément idéalement appréhendée par les bases de données, quand bien même on utilise les meilleures bases de données en l'état, ça ne l'était pas tout à fait correctement. Donc, on est allé un peu plus loin grâce au fournisseur qui nous a fourni une information étayée qu'on a revue et qu'on a pu du coup intégrer dans notre modèle. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la force des données primaires qui viennent substituer des données secondaires qui parfois peuvent être moyennées, ce qui permet de se rapprocher au plus près d'un score spécifique. Alors, ce qui est intéressant sur ce point-là, c'est qu'effectivement, le fabricant du fil, lui, a conduit une ACV sur la fabrication de son fil, et donc la partage très facilement. Et ce qui est intéressant, c'est, enfin, ce qui aussi nous aide, nous, à avancer dans cette démarche de fabrication européenne, c'est que on a un écosystème en Europe et des interdépendances avec des entreprises qui sont nos fournisseurs, mais qui sont, pour certaines, très engagées au niveau de l'environnement, et donc qui prennent aussi de leur côté les devants sur des notations, sur du reporting, sur des ACV, et qui sont motivés pour développer cet aspect-là des choses. Et ce qui nous permet à nous, en tant que marque, d'avancer beaucoup plus vite, parce qu'on n'a pas besoin de chercher des informations très compliquées ou les traduire, ou je ne sais pas, elles sont immédiatement disponibles. Après, on parlait juste tout à l'heure, pour revenir sur ce petit point, sur un peu quelle est la qualité comment on s'assure qu'en fait les informations qu'on a sont pertinentes et finalement qu'on retombe dans le travers ou on raconte n'importe quoi. Alors c'est vrai que nous, pour l'avoir vécu, on a été contrôlé par la DGCCRF, donc on étant créé en 2018, c'est assez rapide, comme dans le rôle. Hein. Je ne cache pas, il y a des sociétés de mode qui vivent 35 ans sans être inquiétées. Donc je ne parlerai pas de dénonciation, mais je ne sais jamais. On a été contrôlé par la DGCCRF, donc qui fait un contrôle assez poussé, hein, ça ne rigole pas. Et ce qui était intéressant, et dans les discussions qu'on a eues avec eux, donc on en revient un peu à ce poids des données. Déjà, nous, quand on demande à nos fournisseurs en Italie, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, des informations pour la DGCCRF française, on les a en 24 heures. Hein. S'il nous manque des infos, il suffit de un certificat, expirer, etc. Et ensuite, quand la DGCCRF la reçoit, cette information, elle est capable de la digérer, elle est capable de la comprendre, parce que c'est déjà le même alphabet. Et ensuite, elle est capable d'appeler la DGCCRF espagnole, italienne, allemande et poser des questions. Et ça, je pense que c'est un point très critique dans notre démarche et qui n'est pas forcément perçu, parce qu'on est quand même dans un monde très mondialisé. Et c'est aussi pour ça ce pourquoi on milite aussi, c'est un peu cette notion d'interdépendance. Donc, c'est des notions qu'on voit aujourd'hui dans les philosophes assez modernes, ou les biologistes, etc. Cette notion d'interdépendance, elle a été un peu perdue de vue, c'est-à-dire que c'est parce que justement ce régulateur a un poids et parce qu'on risque quelque chose finalement, pénalement au final. Et donc c'est cette responsabilité qui nous rend vraiment comptables de ce que l'on fait et de ce que l'on dit. Et c'est sûr que si on arrivait à prendre en compte cet aspect-là dans le sérieux des données qui sont données, ce serait intéressant un petit peu. Et puis, dernier exemple qui j'espère vous donnera envie d'aller faire comme ce monsieur qu'on voit sur la photo. Donc, la veste Eve, qui est une veste, là aussi, en produit recyclé, qui ressort donc à un peu plus de 1150 points, à comparer avec une veste standard à nouveau, en produit laminé, PTFE et polyamide, qui ressort à 2200, un peu plus de 2200 points, donc qui vient toujours effectivement valider la démarche d'éco-conception, mais on reboucle bien sur le fait que à partir du moment où vous travaillez sur les matières, vous travaillez sur le sourcing, il y a peu de chances d'aller dans le mauvais sens, comme on disait un peu plus tôt. Vous voulez rajouter quelque chose? Juste sur ce produit-là, donc là, typiquement, on est allé d'un produit plus simple au plus compliqué. Là, c'est un produit qui est assez compliqué. Donc, il y a une charmeuse à l'intérieur, c'est un fil avec un tricot. Il y a une membrane qui est coulée au milieu, et donc en PVT aussi, mais bon, c'est un autre process industriel. À l'extérieur, on a un tissu, on parle de tissage à nouveau, qui est teint. Ensuite, on a une lamination d'étroit. Ensuite, on a une imperméabilisation du tissu avec un traitement déperlant, sans composés fluorés. On utilise nous, mais ce n'est pas le cas de toute l'industrie. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que là, c'est une analyse qui est, on est allé du plus simple, le t-shirt, au plus compliqué, où là, on a 3 couches laminées, puis assemblées, avec différents endroits à travers le
Ouais, tout à fait. Effectivement, ce qui nous a permis de donner une progressivité et de. Alors sur cette veste, donc on a illustré le suivi de la traçabilité ici, à nouveau qui montre le parcours essentiellement européen de la chaîne de valeur privilégiée par la GoPen. Et puis on a donc poussé l'exercice jusqu'à comparer la performance de ce produit. Donc il nous semblait vraiment intéressant de comparer à une veste de référence du marché. On ne va pas passer en revue tous les impacts, mais vous pouvez retenir un ordre de grandeur de 50% de diminution sur les quatre dimensions, les trois dimensions d'impact: réchauffement climatique, pollution des écosystèmes et consommation de ressources fossiles. Et ce moins 50% se retrouve dans le score PEF, qu'on le considère en score PEF absolu, ou qu'on le ramène au jour porté, puisque la durabilité est la même sur le produit de référence et la veste, bien sûr. Je vais juste dire quelque chose sur la durabilité parce qu'on en a parlé aujourd'hui et c'est un thème dont on parle énormément dans le secteur de. Non? Alors c'est très bien de parler de durabilité. La durabilité, c'est pas juste le temps. Donc, on parle peu de temps aujourd'hui, mais c'est pas que du temps, c'est le bien porté, c'est la tenue du vêtement, c'est le fait qu'il se démode rapidement ou pas. Donc on sent que psychologiquement, dans la durabilité d'un vêtement, il n'y a pas que le temps. Donc il ne faut pas se concentrer que sur le temps, parce qu'en fait, c'est un des biais d'arbitrage du score PEF si on tend vers l'expression de par kilo, donc par jour porté. Effectivement, si on fait le produit le plus durable, et donc on va diviser finalement, hein, on va diviser ce score-là par un très grand nombre de jours, parce qu'on aura calculé que oui, il va durer vraiment un très grand nombre de jours, on se retrouvera avec un affichage de par jour porté faible, et finalement, on aura introduit un biais dans la note ou un produit mal noté. Si celui-là, vous le divisez par le bon chiffre, vous obtiendrez 12. C'est ça que je veux dire. Donc, il y a un biais méthodologique dans Des tests à labo comme ça. tout à fait. Non, mais Faut le prouver, hein. c'est pas ça que je veux dire. C'est que, enfin, ce que j'étais en train de dire justement, c'est que la durabilité des vêtements, ce n'est pas qu'un test. Et donc, si on tombe que sur du test à labo, et donc la durabilité devient un argument un peu compliqué à manier, à manipuler, parce que pour quantifier le fait que j'aimerais ce vêtement dans 5 ans, c'est assez complexe. Et on sort du labo. Voilà. Donc, c'est juste, je dis, il y a un biais un peu technique, et je sais que on comprend bien que si je divise ce chiffre-là par le bon chiffre pour que ça fasse 1100, finalement, j'ai rattrapé mon écart. Et j'en reviens au pourquoi du début de ma présentation, pourquoi nous, on s'est engagé dans cette voie-là. Donc, vous vous rappelez pourquoi. Et j'ai envie de dire pourquoi on fait le PEF, en fait. Et donc, on fait le PEF pour s'améliorer. C'est pour ça que s'il y a un biais qui permet d'éviter de s'améliorer, ce serait bien d'éviter ce biais. Oui, ça fait partie des axes de travail d'ailleurs en cours actuellement, le sujet de la durabilité et de la prise en compte des tests techniques. Donc, je pense on peut avoir une confiance sur le fait que ça va aboutir prochainement. En guise de perspective, eh bien, comme on le disait, le référentiel, il s'améliore de manière continue, hein. Il y a le sujet des bases des données qu'on a évoqué. On attend avec impatience la base EF 3.1 qui devrait donc arriver à l'automne. Ça, c'est une bonne nouvelle du jour. Il y a, je pense, un besoin sur ce socle commun de produits de référence, parce qu'aujourd'hui, on fixe les produits de référence parce qu'on n'a pas d'autres alternatives, mais je pense qu'il y a un enjeu pour l'Europe, pour les législateurs, de se saisir d'une base commune de produits de référence auxquels nous, on puisse s'étalonner. Donc, c'est une deuxième suggestion que je fais aujourd'hui à la Commission. Et puis, évidemment, je crois que tu avais souligné le partage d'informations entre les acteurs de la chaîne de valeur et les marques. Donc, c'est évidemment une piste d'amélioration qui va être poussée. Et puis, tout ça va nous permettre de tendre vers le passeport digital produit européen. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est un package de loi qui s'appelle SPI, qui vient d'être déposé au Parlement. Donc, la Commission a remis ce package au Parlement européen pour qu'il suive le cours législatif de l'Europe. Ce qui veut dire que dans peut-être 2 ans, ce qui finalement est demain à l'échelle des enjeux dont on parle, eh bien, chaque produit qui circule sur le territoire européen aura son passeport digital dans lequel, bien sûr, les informations de performance environnementale seront amenées à figurer. Et ça, je crois que c'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des consommateurs européens.
Mais moi, je voulais juste ajouter sur la partie un peu perspective, bah, effectivement, le PEF, dans le PEF, il y a environnement. Donc, on ne parle pas de social, mais je pense qu'il y a vraiment, dans un deuxième temps, un axe important à développer sur la prise en compte des relais sociaux. Euh, et donc, les relais, on sent aujourd'hui hein, que on a parlé de prix beaucoup aujourd'hui, donc le prix, c'est du social. Et donc, le social, il n'est pas que au moment où on achète le vêtement. Et la prise en compte, donc c'est vraiment le moteur principal, nous, de notre engagement de subside et de fabrication en Europe. Il est purement social. Donc, on nous voit beaucoup comme une société très environnementale, mais on est plutôt des militants citoyens européens. Et donc, on milite pour un modèle social et politique européen. Donc, c'est déjà ça notre premier point. Après, ça sert la cause environnementale en même temps, parce qu'effectivement, l'Europe a un niveau de normes sociales et environnementales extrêmement élevées, et tous dans une certaine mesure. Et juste pour revenir sur la partie prix, effectivement, on est obnubilé par le prix, ça fait partie des choses. Alors, une des pistes de réflexion aussi, je déborde un peu, je ne sais pas si la Commission européenne écoute encore, mais une des pistes de réflexion, c'est qu'effectivement, l'affichage environnemental pourrait servir de changer le prix. Un taux de TVA réduit pour certains niveaux de notes, ce ne serait pas inintéressant. Et je reviens au volet social. En fait, fabriquer en Europe, c'est partager la valeur différemment, tout simplement, puisque quand on fabrique moins, eh bien, on a des normes plus basses, donc on fabrique moins cher. On transfère de la valeur en Europe. Qu'est-ce qu'on fait de cette valeur? Voilà, ça se paye des analyses faites. Ce que je veux dire, c'est que nous, on a forcément, dans notre démarche, on a moins de marge. Donc, économiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Sinon, tout le monde le ferait. Donc, on n'est pas vu comme une innovation de process. C'est un petit peu dommage, parce que c'est une véritable innovation. Si ce n'était pas nouveau, tout le monde. Et tout le monde sait que c'est très compliqué à faire, et notamment pour des problématiques économiques. Et donc, je trouve qu'il y a des entrepreneurs comme nous, comme plein d'entreprises dans plein de secteurs, qui font des efforts, qui se bougent pour mettre en place des choses environnementales, mais qui n'ont pas vraiment d'incentive économique ou de financement, et que je trouve c'est très bien que ces citoyens-là le fassent, mais qu'une aide extérieure, et notamment des structures nationales ou européennes, serait bienvenue pour rattraper une cause de Voilà, donc bah, écoutez, on vous remercie pour votre attention. On espère avoir répondu à la demande qui était de fournir des études de cas concrètes et donc des valeurs, des chiffres science-based, des objectifs. Et maintenant, on est à votre disposition pour les questions. Merci. Question sur les notations, il y a marqué niveau 2 en dessous. Oui. Ça veut dire quoi? C'est le score? Non, c'est une expression de la qualité du score. En fait, c'est à partir du moment où quand on commence sur un score basique, on n'a pas beaucoup de données, on va être au niveau 1. Et puis, plus on progresse, plus on va aller vers un niveau 1, 2, 3, jusqu'à avoir un niveau 4 où là, on va pouvoir customiser complètement. Ça fait partie, de la méthodologie PEP? Non, ça fait partie de notre outil où on a ressenti ce besoin de mettre un indicateur sur la qualité du score qui peut être généré. C'est vrai? En fait, c'est un indice de confiance pour la marque. Si vous allez diffuser l'information, faites pas attention si elle a un niveau 1, c'est un niveau de la c'est ce que les prix. Typiquement sur l'échange d'informations, les industriels fournisseurs avec lesquels on travaille, s'ils nous fournissent eux-mêmes de la donnée, la consommation des prix, etc., ça permet aussi de remonter le niveau. Et ensuite, vous allez communiquer avec pour considérer ce produit. Là, pour le produit moyen, on s'est dit, OK, le marché, grosso modo, pour un bonnet en laine, c'est un bonnet en laine non recyclé. Donc, on a fait ce choix de produits de référence. C'est vrai qu'on appelle à terme une base de données plus importante dans laquelle on pourrait avoir des produits de référence qui soient des produits réels, représentatifs vraiment du marché avec ses extrêmes et sa moyenne. On n'en est pas encore tout à fait là, mais ça progresse rapidement. Donc, je pense que dans les prochains mois, on devrait être en mesure de faire ça. Là, vous avez juste changé la matière. Non, là, enfin oui, en quelque sorte, la différence.
fabriqués dans le même endroit. et fabriqués pas au même endroit. On a pris, si vous voulez, une bill of material traditionnelle, plus un procédé traditionnel tel que on l'a en tête. Donc là, typiquement, les écarts, ça va être la laine, elle vient d'un mouton, donc c'est élevage, déforestation, traitement animal, donc ça fait déjà beaucoup de volets qui ne rentrent pas qui sont dans le produit moyen. Et puis, il va y avoir ensuite teinture, lavage, et puis après, on retombe sur le même cycle, découpage. Mais ça fait quand même beaucoup d'étapes en nous. C'est pour ça qu'on a plus d'écart sur le bonnet que sur les autres. Par rapport au produit moyen. Deux questions sur le chat. Quid du relargage des microfibres plastiques? Alors ça, c'est le gros sujet sur la partie les matières qu'on utilise, les matières synthétiques ou recyclées ou pas recyclées. C'est la problématique du recyclage sur les fibres courtes, donc laine ou coton, puisqu'on est obligé de rallonger la fibre cardée par du polyester ou non. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution, on n'a pas de solution sur cette partie-là. Parce qu'il faut regarder un peu dans les études océanographiques qui sont faites sur justement qu'est-ce qu'on trouve dans les océans. C'est vrai qu'on pense aujourd'hui, en plastique, c'est un petit peu comme le CO2. Donc on ne parle que de ça. Une des grosses problématiques, par exemple, c'est on aura la même problématique sur du coton bio en fonction du colorant qu'on utilise. Si on a un colorant véritablement rich, véritablement sans azoïdes, donc on va dire pour être sûr qu'il est sans azoïdes, il faut le fabriquer en Europe. Parce que Greenpeace avait fait une étude sur une série de vêtements qu'elle avait captés, donc qui étaient rich, qui étaient importés de loin, qui étaient vendus comme rich par le fournisseur. Et sur l'étude, 80 ou 90% des vêtements ne respectaient pas la réglementation rich. Donc ils étaient vendus sous certificat rich. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière, on a d'autres. Enfin, c'est pas que la problématique des microplastiques, c'est la problématique du lavage de l'eau. Et comme on l'a vu tout à l'heure dans l'impact, on a 14% de l'impact global qui vient de l'usage. Et en discutant avec Laurent, parce que je ne suis pas un spécialiste, mais visiblement, dans ce 14%, bon, c'est 90%, c'est le lavage, les lavages que donc, l'idée, c'est de laver le moins possible, de sécher à l'air libre plutôt qu'en sèche-linge. Enfin, bref, il y a tout un tas de comportements à avoir, mais de ne pas laver ses vêtements trop souvent. Les t-shirts, les sous-vêtements, c'est sûr, on va laver rapidement. Une question d'hygiène, c'est vrai qu'on pense moins pour un pantalon. Mais ce que je veux dire, c'est que le sujet des microplastiques, c'est un sujet de lavage des vêtements en général, ce qui est relargué de vêtements. Je pense que la seule vraie solution viendra de barrer au lavage de la machine, parce que c'est compliqué. Ce n'est pas qu'une question de microplastiques. Après, on voit effectivement des microplastiques gros comme ça, des microplastiques vraiment micro. Il y a tous les colorants, etc. C'est pour l'espace, c'est là, c'est vraiment et puis après, gérer le pacte plastique qui devient une grosse problématique et on gérera les déchets parce que on peut gagner dans notre secteur. L'émergence des filières qui donne envie de mettre en place les collectes, Exactement. de la valeur à ces produits. Exactement, et c'est vrai qu'en parlant de filières, je parlais au début, nous on s'appuie sur les filières de recyclage. Heureusement qu'elles existent. Si elles n'existaient pas, nous n'existions pas. Il n'y avait pas eu de solution. Et c'est souvent la commande publique qui démarre ces filières, en tout cas dans le textile. Donc c'était vrai pour le polyester recyclé. Ça a été plutôt le luxe qui a démarré le polyamide recyclé. Les maroquineries de luxe, on utilise les mêmes fils que les grands maroquineries de luxe. Parce que finalement, ce qu'on fait nous, c'est ce que fait le luxe. On prend des matières européennes et les assemble en Europe. C'est exactement ce qu'on fait. On n'a pas les mêmes prix, on n'a pas les mêmes marques. Et ça, c'est un autre choix. Mais finalement, c'est la même démarche. Et donc, la commande publique, qu'elle soit européenne ou nationale, elle alimente ces filières. Parce que pour monter une filière de filature de polyester à partir de bouteilles en plastique dans la région de Turin, ce sont des dizaines, des centaines de millions d'euros d'investissement. Donc, il faut que derrière, ce n'est pas la gouttelette qui va venir
remplir le carnet de commandes suffisamment pour aller voir son banquier et le financer. Et donc, ces filières, c'est intéressant, puisque nous, effectivement, comme c'est un peu notre idée de départ, comme on vient puiser au départ dans ces filières pour se fournir, donc notre idée à la fin, c'est de retourner les voir à la fin avec le vêtement, le fil qu'ils nous ont vendu, pour pouvoir leur repasser et qu'ils recommencent le cycle. Il y a des matières sur lesquelles c'est possible, c'est possible sur quoi gagner. Alors, aussi, sur la DGCCRF, c'est que quelle allégation a été signée dans le. Non, la DGCCRF, ils ne contrôlent pas les allégations, ils contrôlent les produits. Donc, ils prennent les produits, ils regardent ce qui est marqué dessus, ce qu'on en dit, et ils veulent tous les certificats de ce qui est dit. Voilà. Après, des marques contrôlées par la DGCCRF, pas beaucoup. Pardon? Voilà, Mais nous, on est parrainé par. Le projet était incubé à Annecy, à Outdoor Sport Valley, et le parrain, c'est aussi un propriétaire de Fusal. Et de son expérience, parce qu'il a plus de 70 ans maintenant, il n'a jamais été contrôlé par la DGCCRF pour cette année. C'est pour ça que c'est quand même surprenant. C'est rapide. Il y a une petite question à notre chat sur le niveau de qualité. Là, le PEF propose un DQR, donc un Data Quality Ratio. Donc, pas adossé en fait à ce DQR. Oui, le DQR fait partie des critères qui nous permettent de fixer le niveau 1, 2, 3. D'accord. On pourra revenir plus en détail sur le sujet. Le chat, il n'y a pas d'autres questions. Les derniers commentaires. C'est la fin de notre après-midi. Raluca de la commission voulait intervenir en clôture. Non. Je te laisse basculer. Voilà. Raluca, vous êtes en ligne à nouveau. Voilà, super. Oui, vous m'entendez? Très bien. Je voudrais vous remercier encore une fois pour toutes les présentations, pour toutes les interventions. Je pense que c'était très riche, au moins pour moi. Je vois l'intérêt d'avoir ce type d'échange et je regrette ne pas être avec vous à Paris et échanger aussi à la suite de l'événement de manière peut-être un peu plus informelle. Je vois ce que je peux tirer comme conclusion. Je vois un intérêt pour la méthode. Je vois comment les compagnies, les entreprises utilisent la méthode et essayent d'améliorer leur performance environnementale. Donc, je vois la valeur ajoutée des méthodes qu'on a développées et que voilà, nos efforts ne sont pas en vain. Je voudrais quand même faire quelques remarques par rapport à ce qui a été dit. Voilà, pour peut-être renforcer des choses que j'avais dit au début par mon intervention introductoire. Comme je vous avais dit, la Commission s'est engagée avec certains secteurs dans le développement des PFCR, non, des Product Environmental Footprint Category Rule. Donc, ce sont seulement ces règles de catégorie de produits dans lesquelles nous travaillons qui sont reconnues comme officielles par la Commission. Comme j'avais dit au début, il y a certaines étapes à suivre, à franchir, non? Certaines conditions à remplir. Et donc, nous promouvons le développement des règles de catégorie seulement dans ce contexte-là. Au-delà de ça, donc tout développement de règles de catégorie sort malheureusement du champ d'application des méthodes. Je vois quand même, enfin, je vois cependant l'intérêt croissant
d'avoir plus de règles de catégorie. Et donc, c'est quelque chose que la Commission doit avoir à l'esprit. Bon, j'avais dit déjà ça, mais je voulais le renforcer. En relation avec ça, il faut agir avec précaution en ce qui concerne la comparabilité. Parler de comparabilité en dehors des règles de catégorie, ça peut être risqué. Et donc, il faut faire attention dans quelles conditions on peut faire de la comparaison. C'est vrai que le fait de ne pas avoir des PSCR tout prêtes, ça complique la vie des entreprises. Je comprends ça. Et je vois, voilà, je vois le besoin que les entreprises ont de faire des allégations et de vendre leurs produits. Mais voilà, il faut aussi notre méthode, pour le dire plus simplement, notre méthode impose certaines conditions en ce qui concerne l'utilisation des données, dans quel moment on utilise les données primaires, dans quel moment on utilise les données secondaires. Et tout cela se fait aussi dans le cadre de développement des règles de catégorie. Voilà, donc je voulais juste faire un appel à agir avec précaution quand on parle de comparabilité. J'ai compris qu'il y a un intérêt pour les entreprises, pas intérêt, un besoin pour les entreprises d'avoir accès à une expertise pour faire leurs études PEF ou IF. J'avais posé la question, qu'est-ce que la Commission peut faire pour s'assurer que toutes les entreprises, y inclus les PME, ont accès à cette expertise. Malheureusement, la Commission ne peut pas promouvoir un certain outil en faveur d'un autre. Donc, nous ne certifions pas des outils et nous ne promouvons pas des outils. On voit que, en effet, on est en train de regarder pour le moment quels sont les outils, les calculatrices qui ont été développés sur le marché européen et comprendre comment ils fonctionnent. Donc, mais voilà, on laisse le marché faire son cours, non? On va pas, je pense que c'est mieux si on a plusieurs outils sur le marché. En effet, la concurrence entre les différents outils ne peut que améliorer. Les outils ne peuvent que laisser la place, ou pas laisser la place, créer de la place à l'innovation. Donc voilà, je voulais clarifier que la position de la Commission ne peut pas être de soutenir un certain outil en faveur d'un autre. Mais c'est utile pour nous d'échanger avec les entreprises, d'échanger avec ceux qui développent certains outils pour mieux comprendre comment les choses marchent en pratique et pour mieux voir dans qu'est-ce qu'il reste à résoudre en effet. Qu'est-ce que la Commission peut faire pour aider encore plus les entreprises dans leur démarche d'amélioration de leur performance environnementale. On a eu déjà un premier événement organisé en avril où on a échangé aussi sur les méthodes de calcul et sur différents outils qui peuvent être utilisés. Et
on va continuer, on l'a dit déjà au début, mais on va avoir encore, on va organiser encore 3 événements au cours de cette année. En Italie, en Pologne et au Portugal. Et voilà, on va continuer à cet échange avec vous. Et sincèrement, je suis reconnaissante pour tous les efforts que vous faites dans l'utilisation des méthodes et encore une fois pour votre disponibilité de partager avec cette grande ouverture vos expériences. La commission reste voilà, ouverte à recevoir des suggestions. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer par courrier les idées que vous avez, les suggestions que vous avez. Parfois, l'échange peut surgir, non, peut faire surgir de nouvelles idées. Je vous remercie. Et encore une fois, désolée de ne pas être là avec vous. Mais Parfait, j'espère merci que beaucoup. je pourrai vous rencontrer bientôt. Merci, Raluca. Je me joins à vos remerciements. On peut remercier les personnes déjà qui étaient en ligne. Il y a 85 participants en ligne aujourd'hui. Les personnes qui sont venues aujourd'hui, on devait être une petite quarantaine, je dirais, ici à Paris. J'espère que c'était donc motivant, enthousiasmant, intéressant, ces différents échanges. Ravi d'avoir eu un échange, un exemple PME. On en cherche beaucoup dans le cadre de ce projet. Et puis, donc, effectivement, toutes les informations sont sur le site de la Commission européenne. Donc, il y a quand même pas mal de ressources sur le site de la Commission européenne. On vous transmettra donc le replay de cet événement par email suite à l'événement. Puis également, début 2023, à la fin de ce projet, ces différentes conférences et ateliers, pourra également circuler voilà, des bonnes pratiques qui ont émergé de ces différents temps d'échange. Voilà. Il y a un petit, voilà, petit cocktail, petit échange qui va encore discuter entre vous, conclure des partenariats, échanger des idées. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.